Comment faire du business en ligne sur internet en 2025? Alors c'est vrai qu'il y a eu les infopreneurs il y a quelques années, dans les années 2009. Je suis avec, Ludovic, Barthélémy et lui, il connaît bien la question. Alors justement, Ludovic, bonjour à toi. Comment faire du business et réussir son business en ligne sur internet en 2025? Bah, écoute, je pense qu'effectivement, enfin, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, mais je pense que les fondamentaux restent les mêmes. Donc la base déjà, c'est, là, je vais plutôt partir sur l'offre parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté, surtout l'année dernière et on est tous pareils. Enfin, j'ai été comme ça pendant des années, moi, j'ai commencé en 2007. J'ai été comme ça pendant des années. Oui, on pense avoir l'idée du siècle, et cetera et puis, en fait, il y a déjà des centaines, si ce n'est plus de personnes qui font exactement la même chose. C'est à 90 la même chose, enfin, c'est ce qui est normal, donc le problème, c'est il faut pas se bloquer à ça. Je pense que déjà, ça, c'est quelque chose, c'est pas parce que il y a même s'il y a 50 personnes qui font la même chose, ce qui va être important, c'est votre angle, tout simplement la manière dont vous allez, exprimer les choses. Vous regardez, hein, de toute façon, c'est partout, les gens qui vendent des formations, sur l'investissement immobilier, on peut prendre la bourse, l'apprentissage du poker, sans parler du marketing en ligne, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a même des gens qui m'avaient dit, moi, à l'époque: «Oh mais comment on va faire avec des sites comme, tuto.com ou Udemy?» Il y a des gars qui bradent les prix, ils vendent des trucs à 5, 10 euros. Comment on va faire avec nos formations à 100, 200, 500 euros, voire, plusieurs milliers d'euros? Et en fait, c'est assez simple. Ce que les gens cherchent quand on vend des formations à 1 000 euros ou plus que la formation, les gens cherchent un accompagnement derrière. Donc ça va être, en général, ce que je fais quand je vends des formations à ce prix-là, bon, sachant que maintenant je le fais plus, mais quand je le faisais, en tout cas, il y a encore 1 an ou 2, donc c'est du coaching de groupe, une fois par semaine, réponse aux questions illimitées, bien évidemment dans une zone membre, privée. Pas par email, au début je l'avais fait par email, mais c'est ingérable en fait à tenir, on ne sait pas qui est client, qui est prospect, qui n'est rien du tout. Donc c'est très compliqué. Donc dans un espace membre privé, c'est très bien. Mais voilà, de la concurrence, il y en a partout. Et ce que j'entends aussi beaucoup, beaucoup de gens me dire: «Oui, mais aujourd'hui avec, ChatGPT, et compagnie, les gens ont les réponses à toutes leurs questions». Non, moi-même ChatGPT, je l'utilise très peu parce que justement, je n'ai jamais la réponse à la question que je pose. Oui et puis, il y a un gros débat, aujourd'hui sur internet, bon, il y en a un qui est bien placé effectivement et qui vend justement des un catalogue de formations. Il a plus de 200 formations, il s'appelle Antoine BM et il Ouais. est très, très connu, sur YouTube et il est venu progressivement. Il a fait son catalogue au fur et à mesure des années et cetera et lui, il dit effectivement qu'en fait, il vaut mieux vendre à petit prix, mais vendre sur le volume que effectivement vendre sur le high ticket. Il dit même que le high ticket est mort aujourd'hui et que, par exemple, des ambassadeurs comme du high ticket comme, Jérémy Coleman ou, Caroline Mignot, tu vois? Qui sont sur LinkedIn et qui voient que high ticket par l'accompagnement comme tu nous l'as expliqué, très justement. Toi, tu te situes où aujourd'hui en 2025? Plus high ticket, plus middle ticket ou alors effectivement, bas ticket, c'est-à-dire au résultat des courses, haut prix, milieu prix ou bas prix? Non, ce que je fais, je mets plutôt des prix inférieurs à 100 euros, des prix entre 47 et 67 euros. Alors, on m'a souvent demandé aussi pourquoi 7. Je ne saurais pas dire. C'était mon mentor, Christian Godefroy, qui m'avait appris ça, donc il y a bien longtemps. C'était en 2009, enfin, ou 2010, dans ces eaux-là. Et donc, on est toujours resté voilà, sur le 7, pas le 9. Donc voilà, 47, 67 euros. Et derrière, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des upsells ou des downsells. Mais c'est plus logique, effectivement, de vendre. Si tu vends une formation à 47 ou 67 euros, qui va durer entre 1 et 2 heures, les gens ont déjà les fondamentaux. Et bon, bah, derrière, ils vont bien entendu avoir envie d'aller plus loin. Et tu n'as pas besoin de forcer pour faire la vente. Bien évidemment, si ta formation était qualitative.
Alors, justement, au niveau des formations en ligne, tu conseilles quoi toi? Combien de modules, par exemple, dans une formation? Combien de chapitres? Et justement, pour quel prix? Et surtout, quelle valeur? Parce que bien souvent, les gens qui font de la formation en ligne, ils mettent une valeur, mais ils mettent un prix. Et le prix est bien souvent plus bas que la valeur. C'est-à-dire ce qui donne envie, effectivement, aux personnes de se dire: «Bah, tiens, j'achète». Oui, parce que quelque part, la valeur est haute. Mais combien de modules? Combien de chapitres? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter des quiz? Il faut mettre de l'audio? Il faut mettre de la vidéo? Du texte. Alors moi ça je l'ai fait effectivement, tout ça, les quiz et tout. J'ai arrêté parce que tout simplement j'ai demandé aux gens, c'est en fait ce qu'en est revenu, c'est que non, enfin, en gros, tout le monde s'en moquait, la plupart des gens ne les faisaient même pas. J'avais fait un moment où il fallait pour passer au module suivant, fallait avoir au moins, 85 sur 100, mais personne le faisait, donc bon, au bout d'un moment, bon, bah, c'est les gens qui ont acheté, s'ils veulent pas faire le quiz, moi je leur donne le contenu, tout simplement. Donc ça, en tout cas pour moi, ça ne marchait pas. Je dis pas que ça marche pas du tout. Il y a peut-être des gens chez qui ça marche, mais chez moi, ça ne fonctionnait pas. Bah, en fait, c'est toujours pareil, si tu veux. Ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que, les gens ont peu de temps. Et veulent du concret. Donc, c'est pareil que si vous avez à faire une formation, il faut pas faire une introduction qui dure trop longtemps. Il faut rentrer tout de suite dans le concret et dire aux gens, regardez, moi ce que je dis souvent aux gens, regardez, mettons que la formation dure 1 heure. J'essaye de faire maintenant pas plus d'1 heure. Je dis regardez la formation entièrement, mettez pause quand vous voulez, prenez des notes sur les endroits sur lesquels vous souhaitez, revenir et heu et les gens ont l'air d'apprécier, cette approche, heu, ouais, ça donc ils notent tout simplement les endroits où il y a peut-être des trucs qu'ils ont pas forcément tout compris. Soit des fois, moi j'ai tendance à parler vite, donc effectivement, et quand je fais des efforts pour ne pas parler vite, je perds le fil. Donc c'est Alors compliqué. alors c'est vrai que, il y a aussi un point où quand on fait une formation en ligne et bien on se dit: «Beh, tiens, je vais passer sur les marketplaces et cetera comme System.io ou comme d'autres plateformes». Qu'est-ce que tu conseilles toi, au niveau du taux de reversement par rapport à l'affilié en fait? Quel taux on doit effectivement, mettre, pour que la formation ait envie, que l'affilié puisse la propager au niveau de son audience? Bah, moi, j'ai toujours donné minimum 50%. Ah oui. 50%, je suis monté à jusqu'à 75% que je donnais. Mais là, c'est quand c'était vraiment un très gros, on parle de quelqu'un qui a plusieurs millions de personnes qui le suivent. Au niveau des coûts d'acquisition également pour gagner un client, alors je sais que toi tu étais très spécialisé là-dessus, sur les réseaux sociaux, les Facebook ADS, les YouTube ADS. Pour pouvoir vendre sa formation aujourd'hui, quels sont les meilleurs moyens sur internet dans le business en ligne pour effectivement propager sa formation en ligne? Alors, c'est vrai que tu as beaucoup de gens qui vont être sur Facebook. Moi, j'en fais peu parce que dans mon secteur, c'est même pas le problème que ce soit trop cher, bien que c'est quand même devenu excessif, hein. Ton coût par clic, c'est devenu mirobolant. Mais c'est le problème, c'est que tu n'as le droit de rien dire. Tout de suite, ton compte est bloqué. Ensuite, tu batailles je ne sais pas combien de semaines, pour revenir. Enfin, c'est même pas bloqué, c'est que tu es banni. Donc c'est très, très compliqué. C'est que tu peux pas faire de marketing, sur Facebook. Tu peux pas faire de promesses, tu ne peux pas parler d'argent. Si c'est de la perte de poids, là, alors tout de suite, ils vont dire que ça touche à la santé, que c'est risqué. Donc c'est très, très compliqué. Donc, bah, moi, j'ai commencé par Google Ads, enfin Google AdWords, à l'époque, et maintenant je refais du Google Ads et puis, bah, au moins, c'est plus concret. Les gens font une recherche factuelle, ils ont une réponse. Sur, Facebook, les gens ne font pas de recherche.
Alors, on va terminer ce petit point, comme ça on reprendra des petits modules ensemble. Mais là, je voulais faire un petit éclairage pour guider un peu les gens qui se lancent dans le business en ligne en 2025. On dit souvent qu'il faut une audience. Mais comment on arrive à constituer cette audience? On parle de liste d'emails. Tu parlais de Christian Godefroy tout à l'heure. Il disait effectivement l'argent est dans la liste. Ouais, Et c'est vrai. c'était son slogan. Et en fait, comment on arrive à constituer une audience quand on part de rien, de zéro? Bah, en fait, il y a plusieurs solutions. Le plus simple, bien entendu, en fait, on n'a pas spécialement, si tu veux, il y a pas grand-chose qui a évolué. C'est-à-dire, ça va être offrir bon, avant, c'était beaucoup des e-books gratuits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils aiment pas trop les e-books. Les gens aiment moins lire qu'avant. Parce que moi, j'adore lire, mais bon, enfin voilà, parce que ça fait longtemps. Mais donc, c'est peut-être mieux de mettre de l'audio ou de la vidéo. Il y a beaucoup de gens qui font de l'audio aussi, parce qu'ils se disent comme ça, les gens peuvent même l'écouter en voiture, dans le métro, peu importe. Donc, l'audio, c'est pas mal. Surtout si les gens n'ont pas envie de montrer leur tête. Je sais que oui, au début, la caméra, ça fait peur. On a tous été pareil, hein. Même mes premières vidéos, c'était catastrophique. J'osais pas regarder la caméra, parce qu'en plus, j'ai un strabisme qui ne se voit pas avec les lunettes. Mais donc, c'est tout à fait normal. On a tous été comme ça. J'en avais parlé avec Jean Rivière. Il me dit, lui, c'est pareil. À la base, c'est un grand timide aussi. Il avait très peur. Et regarde maintenant les vidéos qu'il fait. C'est normal, c'est avec la pratique, au bout d'un moment, de toute façon, faut pas avoir peur de la critique. Alors, malheureusement, sur internet, il y a peu de critiques constructives, hein. C'est souvent des haters. Moi, on m'a traité de tous les noms, on a insulté mes parents. Je vais te faire grâce des insultes que j'ai pu recevoir. Bon, c'est triste, malheureusement, c'est comme ça. Non, moi, j'ai des gens, effectivement, qui vont demander des remboursements. En fait, tu as tout le temps à peu près les deux mêmes choses. La première, c'est genre: «Ah mais j'ai acheté, en fait, je l'avais pas dit à ma femme», ou la femme qui l'avait pas dit à son mari, et bon, c'est vrai que financièrement, on n'est pas à l'aise. Bon, je cherche pas, je peux comprendre, donc je rembourse tout de suite, je bronche pas. Bon, que ce soit vrai ou pas vrai, hein, et souvent, c'est quand c'est des jeunes, qui ont acheté une formation, et voilà, et bah, ils ont plus d'argent, et leurs parents leur disent que c'est des conneries, parce que les parents n'ont pas grandi avec ça. Pour eux, tous les vendeurs de formation sont des escrocs, et on peut les comprendre parce que tu vois tellement de reportages télé sur les escrocs, et cetera, mais ils ont pas compris qu'on n'est pas sur le darknet là. Ouais, tout à fait. Et tout à l'heure, je disais 30 de réduction. Non, je me suis trompé, c'est pas ça. C'est en fait que les infopreneurs, c'était un peu leur ligne de conduite. C'est-à-dire que ils le font encore d'ailleurs aujourd'hui dans la formation en ligne. C'est-à-dire qu'ils proposent en fait des remboursements sur une longue période si la personne n'est pas satisfaite et donc elle peut demander un remboursement. Mais est-ce que ça, c'est pas un piège? C'est-à-dire, est-ce que tu peux pas perdre effectivement au fond ton business avec ça? Je pense que de toute façon, si moi je suis pas ouais, non, je suis pas fan de l'approche. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même faire attention, au niveau des remboursements. C'est que tu as quand même beaucoup d'abus. C'est-à-dire que c'est quand même, mine de rien, c'est pas un milieu si grand que ça, le marketing en ligne. Donc on se connaît un petit peu près tous, et le gars qui demande un remboursement, chez moi, on parlait d'Antoine Blanche-Maison tout à l'heure, enfin Antoine BM, pardon. Enfin j'en ai parlé avec Antoine, enfin j'en ai parlé avec plein de gens, si tu veux, je vais pas citer tout le monde non plus, mais faut pas habituer les gens non plus à des prix trop bas, des trop grosses réductions, parce qu'après quand tu veux revendre à des prix normaux, ce que ça vaut, enfin, c'est plus de 10 ans d'expérience, le temps que tu as passé à construire la formation, et cetera, ça ne vaut pas 27 €. Enfin, donc le problème, c'est que si tu habitues les gens à ça, derrière, tu peux plus revenir aux prix normaux. Tu peux pas passer d'un coup, je te fais un truc à 37 € et un mois après, je te vends un truc à 500 €. Ça marche pas.
Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle le coaching one to one, c'est-à-dire effectivement on a la personne, mais en fait on la perd après parce que bon, bah, voilà, elle a pris, on a répondu à son problème en dur, douloureux, urgent, reconnu. Elle a déjà essayé de trouver finalement une solution, mais elle n'y est pas arrivée, donc elle fait appel à un expert ou une experte. Ou justement c'est des accompagnements sur 3 mois, 6 mois, 12 mois avec des prix volumineux, ou alors tout simplement de suivre des masterclass, alors soit en ligne, soit directement en présentiel. Bah, le coaching, si tu veux, le problème, c'est que ça prend trop de temps pour la personne qui coach, parce que tu vas pas facturer 1 000 € de l'heure non plus, pour un coaching, tu vois ce que je veux dire? Donc ça prend trop de temps pour la personne qui coach, c'est beaucoup d'énergie aussi à donner, et pour, en général, des gens qui vont toujours dire qu'ils ne sont pas satisfaits, qu'ils n'en ont pas eu assez par rapport à leur argent. C'est triste, mais de toute façon, les gens en veulent toujours plus que ce que tu donnes, alors que tu en as déjà donné beaucoup. Bon, c'est triste, c'est la vie, c'est comme ça. Donc moi, le coaching, j'en ai fait, mais non, ça, c'est quelque chose que j'ai plus envie de faire. On me demande de temps en temps et j'explique pourquoi et les gens comprennent, hein, je dis: «Non, j'ai plus envie de faire ça, c'est beaucoup trop, tu donnes beaucoup d'énergie, c'est très épuisant, et pour des gens derrière, en plus, qui ne sont pas satisfaits, donc non, moi je conseille pas aux gens de faire du coaching. Euh, ou éventuellement, dans ces cas-là, si vous devez faire un coaching, réservez une salle, faites venir, j'ai envie de vous dire, une quinzaine de personnes maximum, parce qu'au-delà, c'est difficile, parce que les gens viennent aussi pour pouvoir poser des questions, passer du temps avec vous, etc. Donc si vous avez 50 personnes, c'est pas possible. Mais si vous faites une quinzaine de personnes et vous faites ça sur 2 jours, là, les gens vont tout à fait comprendre que vous facturiez 1 000 ou 1 500 €. Oui, et puis ça, tu peux le faire aussi en ligne. C'est-à-dire que quelque part avec les plateformes, tu vois, tu peux prendre, 15 cams en même temps et faire la même chose. Ouais, c'est vrai aussi, mais c'est vrai que moi, quand je le faisais en physique, ça crée quand même plus de proximité avec les gens. Ensuite, tu vas manger le midi avec eux. Voilà, le soir, tu restes avec eux. Tu vas boire un coup avec eux. Ils sont contents. Même souvent, on remange ensemble le soir. Et c'est bien, les gens sont contents, si tu veux. Du coup, ils ont pu poser toutes leurs questions. C'est un format qui marche plutôt bien. Le format physique est quand même plus sympa quand tu es en petit comité, que dans une grande salle. Moi, ce que j'aime pas, les choses que je ne fais pas, c'est des séminaires où tu as 500 personnes, voire beaucoup plus. Ça, c'est beaucoup. Bon, alors là, bien évidemment, si tu vas voir Tony Robbins, tu n'auras pas que 500 personnes. Tu en auras 5 000, 10 000, 20 000, si c'est pas plus. Il loue carrément des stades comme des chanteurs, quoi, tellement il y a de monde, si tu veux. Mais moi, j'aime pas ces trucs-là parce que déjà, tu entends mal, il y a beaucoup de bruit. Bah, bien évidemment, tu ne peux poser aucune question. Donc, ouais, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Alors, c'est vrai que là, on a parlé de comment faire du business en ligne, mais d'un autre côté, il faut s'intéresser aussi aux clients. Quel est le type de clientèle, en fait, que tu as rencontré toi, tout au long des années et puis maintenant en 2025? C'est plus des femmes, c'est plus des hommes? Quelle tranche d'âge? Ces gens, ils viennent d'où et quel est leur pouvoir d'achat? Euh, non, femmes, hommes, alors, au début, c'était plus des hommes. Maintenant, non, c'est vraiment moitié-moitié. Euh, ça vient de tout horizon, hein, vraiment. Ça peut être vraiment de tout. Ça peut être quelqu'un qui vient de province, comme de grandes villes. Il y a des fois des gens de l'étranger. Les diplômes, je leur demande même pas, mais j'ai eu des gens en études de médecine, tu vois, en cinquième ou sixième année, comme j'ai eu des gens qui étaient en CAP menuiserie. C'est vraiment, ça vient de tout secteur, de tout métier. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui font des métiers manuels peuvent faire beaucoup plus d'argent sur Internet, que, qu'un médecin. Alors bien évidemment, les gens vont me dire: «Ah oui, régime du camp et cetera». Ouais, il a fait partie des premiers. Il y a Jean-Michel Cohen aussi. Ils ont été dans les premiers, donc c'est sachant que le régime du camp est extrêmement critiqué, par tout le reste de la profession, hein, par toute la profession.
disent que c'est très dangereux. Ne manger que des protéines, pas de glucides, pas de lipides, c'est très mauvais. Alors certes, tu prends du muscle, tu brûles du gras, ça c'est sûr, mais ton corps a besoin d'autre chose que des protéines. Ouais, tout à fait, un équilibre de santé, quoi. Mais, c'est vrai que, là, donc on regardait le persona un peu de la clientèle. Est-ce qu'il y a un returning? C'est-à-dire, est-ce que les gens réachètent les formations? Est-ce que, par exemple, toi, tu avais des clients, à chaque fois que tu sortais une nouvelle formation, paf, ils achetaient la nouvelle formation. Comment ils savaient que ça la nouvelle formation, était disponible? Par, je suppose, effectivement, une newsletter ou une liste d'emails? En fait, liste email et j'ai un groupe WhatsApp aussi, enfin j'en ai un pour tout le monde et j'en ai un que pour les clients. Et donc ils sont prévenus à l'avance. Ouais, tu as beaucoup de gens, bah, tout simplement, s'ils ont été satisfaits, s'ils ont eu des résultats avec au minimum une formation, ils vont pas hésiter à en prendre une deuxième. Et oui, j'ai des clients, alors pas beaucoup, je sais pas, peut-être 3-4%, qui ont tout acheté. Donc ça fait beaucoup parce qu'à un moment, j'en faisais quand même une par semaine. Ça veut dire que le panier moyen, aujourd'hui, tu peux nous donner une valeur du panier moyen, effectivement, d'un client qui achète de la formation en ligne ou qui fait appel à du coaching? Il dépense combien, en fait, dans une année? Moi, un client va dépenser, c'est aux alentours de 200 euros. C'est aux Ah, c'est alentours pas de 200 euros. En c'est pas formation, énorme. c'est aux alentours de 200 euros en formation. Ouais. Ouais, c'est pas énorme, Ludovic, hein? Non, c'est pas énorme parce que je te dis, je fais pas des prix à plusieurs milliers d'euros comme certains. Je critique personne, ils font ce qu'ils veulent, hein, si ça marche pour eux. Mais en fait, le problème quand tu fais des prix comme ça, ah bah, high ticket, comme ils disent, les gens s'attendent à beaucoup trop de choses. Sauf que même si c'est 1000, 2000, 3000 euros, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que Oui. si tu ne passes pas à l'action, mais j'ai vu des formations aussi à 2 000 à 3 000 euros. J'aurais pas mis plus de 100 euros là-dedans. Est-ce que tu as pu noter et nous dire aujourd'hui aussi le nombre de personnes qui suivent des formations, qui achètent des formations, mais qui ne vont pas au bout? C'est quel pourcentage sur le des C'est formations? 90%. Hein. Ah oui! Ah oui. Ah oui, et ça on l'explique comment, en fait? Pourquoi elles vont pas au bout? C'est tout simplement parce que quand ils ont un premier blocage, déjà, ils se disent que ça va être très compliqué, etc. Même s'ils t'envoient des mails ou autre et que tu réponds, ensuite un deuxième blocage, un troisième. Et ouais, c'est souvent ça. Et en fait, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que les gens ne se donnent plus le temps. Le problème, c'est que les gens, enfin une majorité des gens, ils veulent tout de suite. Mais ça marche pas comme ça. Moi, pour bien maîtriser la publicité sur Google, la publicité sur Facebook ou même le copywriting, il m'a fallu des années. Il m'a Eh fallu oui. des années. Pourtant, j'étais avec Christian Godefroy tous les jours au téléphone. C'est lui qui me formait, mais il m'a fallu des années. Et Christian ne m'a jamais dit c'est parfait. Il m'a toujours dit c'est bien, tu auras des résultats avec ça, mais il avait raison. Il avait raison de me dire ça. Il me dit mais je pense que tu peux faire mieux. Il me disait toujours ça. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs parce que, ça permet effectivement d'aller au bout de sa zone de confort et de sortir de sa zone de confort et de se remettre en question en permanence et de faire la boucle de reconnexion, quoi. Ouais, ouais. Non, mais lui, c'était parce que ouais, il a été formé comme ça, bah, à l'ancienne, tout simplement. Et quand j'étais allé le voir, je l'avais pas vu en Suisse, j'étais allé le voir quand il était au Portugal. Et ouais, c'était un gros bosseur. Moi, je l'ai vu le soir, voilà, sa femme allait se coucher et il continuait. Et il écrivait jusqu'à 23h, 23h30. Il se couchait rarement plus tard parce qu'il se levait tôt. Mais c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu devant la télé, devant un Netflix ou autre, quoi. Et là, on va terminer avec maintenant ce qu'il faut pas faire dans le business en ligne en 2025. Quelles sont les choses qu'il faut absolument pas faire, qui sont, je dirais, vraiment, qui sont proscrites parce que c'est les choses qui pourraient t'amener à ta pire perte, quoi?
Bah, le problème déjà, c'est que il faut toujours être, transparent et honnête avec les gens. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Un moment ou un autre, pas forcément tout de suite, mais ça va se savoir. Moi, j'ai des gens je sais même pas pourquoi, des gens qui te contactent en faisant croire qu'ils sont multimillionnaires. Par contre, derrière, qui peuvent pas mettre 97 €. Voilà, c'est donc tout simplement ne mentez pas, ça sert à rien, ça se sait toujours. Donc et ça malheureusement on le voit beaucoup. Heu, internet c'est tout petit, tout va très vite, hein. Et c'est pas parce que, vous allez voir que sur Facebook que, il n'est pas ami avec un tel, qu'il ne le connaît pas. Moi il y a 2-3 personnes très connues, je vais pas forcément dire leur nom là, mais ils ne sont pas sur Facebook, ils en veulent pas, ça les intéresse pas, donc ils sont un peu plus âgés que moi, pas beaucoup, 10-15 ans de plus, mais non, ça les intéresse pas. Ce que je comprends tout à fait, hein, donc voilà, mais tout se sait. Donc ne mentez pas, voilà et ne faites pas aux autres ce que vous voudriez pas qu'on vous fasse, pour résumer. D'accord et au niveau, je dirais, mode opératoire, qu'est-ce qu'il faut, ne pas faire? Par exemple, les solutions de paiement. PayPal, c'est un bon truc? Est-ce que, comment on appelle, Stripe maintenant, effectivement, est-ce que c'est bien aussi? Comment on se fait payer, en fait? Alors effectivement, bon moi je suis sur Stripe, non PayPal je le fais plus parce que tu as justement ça, les gens le savent. À chaque fois, ils vont dire qu'ils se sont fait avoir, que c'est une arnaque, ensuite tu mets 6 mois avant de revoir ton argent. Parce que tu le revois toujours, hein, tu fournis toutes les preuves, les échanges d'emails avec les gens, le produit que tu as vendu, mais il se passe 6 mois et tu perds un temps fou et tu perds de l'argent parce que nous on avait dû prendre un avocat pour ça aussi. Donc non, non, je vous déconseille, PayPal, soit, bah, Stripe ou alors, bah, moi quand j'étais en France, j'avais, le moyen de paiement de ma banque qui était BNP Paribas tout simplement, hein. Ils ont toutes les banques, proposent des moyens de paiement en ligne maintenant, hein. Ouais, donc la CB, quoi, en fait? Ouais, bien sûr. D'accord. Par contre, tout ce qui est SEPA, virement et cetera, c'est pas un moyen de paiement utilisé par les clients, quoi? Non, alors si j'ai des clients, qui ont fait des virements, mais c'est des gens, je vais taire les noms, mais c'est des gens, très connus, notamment dans le domaine du coaching sportif. J'ai 100 confiance en eux et bien évidemment, ils payaient par virement parce que c'était des gros montants. D'accord, OK. Bon, là, on a fait le petit tour. Je pense que vous aurez déjà quelques petites matrices pour pouvoir vous lancer dans le business en ligne. On reviendra, je réinviterai effectivement Ludovic, on parlera des réseaux sociaux, on parlera effectivement de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, comment on peut effectivement augmenter sa création de contenu pour pouvoir augmenter ses ventes et cetera. Je vais terminer avec ce petit point. Faut-il une très grosse audience pour pouvoir bien vendre, pour pouvoir faire effectivement de la conversion? On dit qu'en général, dans le business en ligne, c'est entre 1 et 3. C'est toujours valide ça ou pas? Oui, c'est vrai, disons que l'audience, que tu vas avoir de toute façon, va forcément être abonné pardon, chez beaucoup de gens, aussi, enfin suivre beaucoup de gens. Non, bah, plus t'en as, mieux c'est. Des fois, tu as des gens moi ça m'est arrivé de voir des gens qui ont acheté et ils m'ont dit: «Ça fait, 10 ans que je te suis, c'est la première fois que j'achète». Et donc j'ai demandé, pourquoi? Parce que, bah, c'était compliqué, financièrement parlant, parce que des gens qui m'ont dit qu'ils étaient en burn-out ou en dépression, ouais, voilà, je peux comprendre tout à fait, mais bah, ça fait plaisir que les gens, continuent à me suivre et qu'ils décident de passer à l'action, mais surtout qu'ils décident de passer à l'action, chez moi parce qu'ils me suivent depuis longtemps, donc ils lisaient tous les emails, parce que moi, c'est vrai que j'ai plus par email. YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que pourtant j'ai fait beaucoup de vidéos, mais si tu veux, j'ai jamais vendu. Encore une fois, je vais citer personne, mais j'ai pas vendu la Lambo, la Porsche, la Rolex, machin, parce que je trouve ça ridicule en fait, si tu veux. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, le problème, c'est que après, je parle pas de gens, par exemple, comme Georges, GMK, pour les voitures. C'est son boulot de présenter des voitures, et cetera, et j'aime beaucoup, je le connais pas, hein, mais j'aime beaucoup le personnage. Tu vois bien que c'est un gars honnête, transparent, il ne cache rien, vraiment lui, il ne cache rien.
Donc voilà, j'apprécie les gens comme ça qui sont vraiment transparents, et cetera. Puis ben, ils donnent du rêve aux gens, et cetera, et ça fait plaisir. C'est effectivement en combien de temps on peut alors je repose la question que j'avais posée tout à l'heure, mais la liste d'emails en fait, elle croît au fur et à mesure de à quel pourcentage? C'est-à-dire que si par exemple on a un site internet, est-ce qu'on commence sur le SEO? Aujourd'hui, le référencement sur Google, c'est très compliqué. Moi, j'en ai fait des années. Un de mes meilleurs amis, qui a été mon associé pendant un moment aussi, Seb, lui, il est spécialisé là-dedans. Il me dit c'est très très dur. Bon, en SEO, moi j'ai un peu tout fait, hein. Je fais du SEO, je fais du SEO Black Hat. Bon, ça c'est pareil, aujourd'hui le SEO Black Hat, ça peut encore marcher, mais tu tiens pas longtemps. Tu sais que tu vas te faire sauter en 2-3 mois maximum, si tu veux. Donc quand tu fais du SEO Black Hat, c'est que tu as un réseau de plusieurs milliers de sites. Et voilà, il y en a 10 qui tombent, t'en refais venir 500, et puis voilà quoi. Mais bon, j'aime pas les trucs éphémères comme ça, si tu veux. Oui, tu peux monter très vite, mais ouais, non, c'est pas. Je préfère les trucs pérennes. Voilà, tu fais quelque chose, tu bâtis sur le long terme, c'est quand même plus sympa. Ça, bah, on en revient au même, c'est comme ton audience, hein. C'est-à-dire, ton audience, si tu dis n'importe quoi, si tu prends ton audience pour des cons, si tes formations ne sont pas qualitatives, ça se sait très vite, hein, donc, et puis encore une fois, ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. Bon ben voilà, donc on a passé un petit moment ensemble, c'était fort sympathique. Dites-nous en commentaire si vous avez, envie que justement, Ludovic vous apporte d'autres choses. Dites-nous un petit peu les problèmes durs que vous rencontrez, les problèmes douloureux dans le business en ligne. Peut-être là, on a parlé des formations en ligne, mais peut-être que vous êtes sur des masterclass, peut-être que vous êtes sur des webinaires, et cetera. Donc dites-nous en tant que commerçant, en tant que, personne qui se lance et qui a envie de se lancer effectivement dans le business en ligne, ce que vous voulez savoir. Et je réinviterai donc Ludovic et d'autres personnes pour pouvoir faire le point un petit peu sur l'avancement de ce business en ligne, qu'il faut bien le rappeler quand même, en 2030 et 2050, une personne sur deux sera un indépendant, hein. Donc on va à la mort du salariat et les gens vont s'auto-former. C'est un business énorme, ça va lever des milliards et des milliards et des milliards d'euros quand même, hein. Ah oui, juste pour finir, quand je parlais tout à l'heure de scrap.io, Linklead, des outils comme ça pour scraper des emails, il y a des gens qui disent ah non, faut pas faire ça, c'est illégal. Non, il n'y a rien du tout d'illégal à scraper des emails. Avant ça, nous on avait un développeur en Roumanie, il nous scrapait les pages jaunes. Il y a rien d'illégal. Scraper des emails, c'est automatisé, mais tu aurais pu faire la même chose en allant les copier un par un à la main, pardon. C'est juste que tu l'as automatisé, et si vous utilisez scrap.io, Linklead, je cite cela parce que c'est les plus connus, mais il y en a bien d'autres. Il y a Octoparse, enfin il y en a plein d'autres. Par contre, ce que vous faites quand vous contactez les gens, dites-leur toujours comment vous les avez trouvés. Donc là, je parlais des pages jaunes tout à l'heure. En général, ce qu'on scrape, c'est des annuaires, beaucoup. Des annuaires, des forums de discussion, des choses comme ça. Donc, dites toujours aux gens au début de votre email où est-ce que vous les avez trouvés. Comment la CNIL se positionne par rapport au scrapping? Bah, le scrapping, c'est pas illégal, hein, tout simplement. Donc, la CNIL, s'ils te contactent, ce qu'ils vont te demander, c'est où est-ce que vous avez eu ces emails? Sur page jaune, sur tel forum, sur tel annuaire, vous leur dites tout simplement. D'accord. Ce qu'il faut faire attention, parce que nous, on a eu ça 2 fois avec Sébastien, qui est un de mes meilleurs amis et qui était mon associé. On a eu la DGSE, n'importe quoi. La DGCRF, tu veux dire? Ouais, 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 c'est ça. On les a eu 2 fois. Alors là, on a perdu un temps fou parce qu'il faut leur envoyer tellement de papiers, faire des allers-retours là-bas. On a perdu un temps monstrueux, sachant que pendant ce temps-là, tu n'as pas le droit de faire de business. Mmh. On a bien perdu 3-4 mois facilement. Et pendant D'accord. ce temps-là, tu n'as pas le droit de faire rentrer un centime. Il y a une question que je t'ai pas posée, mais c'est vrai que c'est une question maintenant qui me vient, mais je pense que les gens d'ailleurs, ils ont dû certainement avoir la fulgurance aussi. Quel est le meilleur statut quand tu te lances dans le business en ligne? L'auto-entrepreneuriat, une holding, une société, une URL?
Bah, alors moi, j'avais commencé à l'époque, donc c'était en 2007, c'était, entreprise individuelle. Mmh. Très honnêtement, je sais même pas si ça existe encore, je pense que oui. J'ai commencé par entreprise individuelle, ensuite EURL, ensuite quand j'avais mes 2 associés, SARL. Ensuite j'avais levé des fonds, donc là, on était passé en SAS. Quand tu lèves des fonds, tu passes toujours en SAS. C'est beaucoup plus simple pour les investisseurs. Heu et voilà, c'était comment dirais-je? Enfin, dans tous les cas, si tu veux, il y a pas, peu importe le statut, tu payeras les mêmes charges. D'accord, Après il y en voilà, a pas après un qui est plus rentable que l'autre, quoi. je suis pas un professionnel là-dedans, mais si vous voulez vraiment avoir des bonnes informations, si vous voulez vraiment être sûr de faire le bon choix, c'est quand même pas, c'est pas négligeable, de se prendre 1 heure de consultation avec un avocat fiscaliste. D'accord. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci Ludovic de cette valeur ajoutée que tu as pris le temps de nous apporter et c'était très riche. Merci à toi Philippe.